Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. C'est Tico, je suis de retour pour cette semaine, mais je ne serai plus là la semaine prochaine. Déjà. Non. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Brandon. Bonjour. Brandon, ça fait longtemps. Ah ouais? Comme diraient les japonais, Sashiburi Dana. C'est vrai que ça fait... Sashiburi Dana. 2 semaines. Oh. Oh. Non mais à vue de nez on n'est pas un jour près. Hein, T'arrives à voir ton nez? Moi, Ouais. je dois loucher. Non mais c'est une expression je crois. C'est ce que disent les gens quand on s'est pas vu depuis longtemps. Les Jones. Les Jones. Vous vous sentez Jones? Legend. Les Jones, ils disent ça? Ah ils disent ça ouais. Vous vous sentez Jones tous les deux? Pas moi. Moi je me sens vieux. J'ai mal au dos. Bah depuis quand? Depuis ce matin. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je crois que j'ai trop tiré à la salle. Bah alors? Vous avez quoi voir mal au dos en ce moment? Bah, Même moi quand je suis c'est la parti mode. Même Mais moi c'est- quand je suis parti de chez moi il y avait des Je gens qui avaient m'attendais mal au pas dos. à faire un petit claque sur cet exercice-là. Ah, ça a fait claque dans le dos? Bah d'un coup, en fait c'était des exercices pour les biceps et j'ai pas compris pourquoi c'est là que ça a fait claque. Ah, d'un coup, c'est pas dans les biceps que ça a fait claque, mais dans le dos. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes inquiet quand d'un coup votre dos il fait claque? C'est au niveau des... Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas apprécié le massage à la fin. Tu te fais masser, toi? Oui, par une machine. Mhm. machine de massage. Une machine ouais. J'ai pas trouvé ça incroyable. Bah quand même. Et c'est la première fois que je l'essaye. Il y avait Léandre et Victor qui étaient à fond les ballons dessus. Et moi j'étais là, je fais oui. Bon. Alors actually, j'ai déjà été me faire masser chez des kinés. C'est quand même beaucoup plus agréable quand c'est une vraie personne. Parce que bon, avoir des roulis et des trucs dans le dos là... Oh, ça doit être quand même assez Oh, agréable. c'est reposant en vrai. Moi j'aime pas le fait qu'il Il y a un truc qui roule sur toi. y a ça et puis sur les deux membres, genre les deux bras et les deux jambes, ça, t'as le siège, il gonfle et il te serre les jambes et les bras en même temps. Un peu, tu sais, comme quand tu vas faire de la pression sanguine là. Oui, oui. Ouais. Du coup, t'es coincé dans le siège, tu vas mais arrêtez, lâchez-moi monsieur, lâchez-moi. Sinon, bilan vidéo. La semaine dernière sur Iconoclast, non, cette semaine sur Iconoclast, est sortie l'arnaque du faux GTA 6, une vidéo écrite par Étagère, montée par Brandon, qui vous parle de Paradise, qui est un projet crypto, NFT, Web3 de GTA Encore 6 tout ça en même temps qui veut sortir avant GTA 6 en surfant sur GTA 6 en empruntant plein d'assets à droite et à gauche. Genre, je suis pas sûr que Lamborghini ait approuvé l'intégration de voitures Lamborghini dans ce Ah, jeu. j'avoue. Peut-être. On sait pas. Ça m'étonnerait. Je pense que la licence Lamborghini, c'est pas donné. Oui, mais alors, est-ce que C'est c'est peut-être plus un... cher qu'une voiture. Est-ce que c'est un NFT Lamborghini du coup imagine Alors, Imagine NFT... s'ils ont mis un NFT Lamborghini dedans sans accord de Lamborghini. Alors très sincèrement c'est pas le truc qui me choque le plus. Ah bon? C'est les proof of concept avec notamment des streamers qui ont l'air tout à fait au courant qu'on doivent pourrait être mettre leur faciès dans le jeu Oui, et mais pouvoir parler avec eux pour je ne sais pas. Oui, mais tu sais, il y en a, ils sont heureux de faire ça. Ah, mais j'ai oublié oui. oublié de te préciser que le jeu était fait aussi avec intelligence artificielle générative Oui, mais ça ne me surprend plus. et que les PNJ peuvent te répondre en direct et ils répondent très mal. Bah ils répondent vraiment comme des IA donc c'est réaliste j'ai envie de te dire. Ils répondent de manière réaliste pour une IA. Oui voilà C'est bien. Bon bref, c'est ce que je voulais préciser. Oui, voilà. c'est disponible sur Iconoclast. Je vous invite à aller faire un petit tour. Sur Singe Pourpre, c'est la vidéo sur mon backlog sur Super Mario Land, la continuité de mon backlog. Alors, c'est un peu lent parce que moi, j'ai plein de jeux d'avance encore à vous parler. Mais bon, ce qui est le plus lent finalement, c'est le montage et c'est le tournage de tout ça. Donc, on fait ce qu'on peut. On a déjà une vidéo par semaine, c'est très bien. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu où on en est dans les préparations des vidéos de backlog, vous en avez déjà pour jusqu'au mois d'avril du contenu. On aimerait bien accélérer un petit peu parce que ça fait long. Ce sera à peine des vidéos, ce serait à peine des jeux du mois de janvier. C'est vrai que ça fait bizarre parce que Super Mario Land là tu vois je le vois je dis ah la vidéo backlog. Attends mais c'était Oui, pas il y a genre tu l'as monté un il y a mois. genre un mois déjà. Je crois bien que c'était il y a un mois et je suis en mode ah maintenant oh. Oui. bah, Oui, bah oui, cool oui. et vous vous direz ce que vous en pensez hein. Et bah, c'est bien. Et bah c'est cool. C'est très très cool. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que j'avance sur plusieurs chronologies à la fois.
en fonction de mon avancée sur les jeux. Là, j'ai repris Metroid Prime. J'ai écrit sur Metroid Prime le premier, j'ai écrit sur Metroid Prime 2, dont je vais vous parler aujourd'hui, et j'ai avancé sur Metroid Prime Pinball, parce que oui, il va falloir parler de Metroid Prime Pinball aussi. Il y a Metroid Prime dans le titre, donc ça fait partie de la chronologie. Ouais, comme Metroid Prime Hunter aussi. Oui, alors lui, il est moins choquant que Metroid Prime Federation Force. Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il est moins choquant. Metroid Prime Hunter est un bon jeu, lui. C'était pas compliqué. On va passer sur de la lecture de commentaires. Alors, je rappelle que la lecture de commentaires se fait via le Discord accessible aux patriotes. Si, à partir de 3 € par mois, si vous souhaitez nous laisser un petit commentaire pour nous dire que le podcast il était bien, que le retour de Brandon vous fait plaisir et que vous vouliez réagir dessus, ou au contraire pas du tout, que vous aimeriez le voir disparaître dans les limbres, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le dire dans ce Discord Red Calamar, qui me sert aussi à communiquer de manière en avance et de manière exclusive avec vous sur des petits projets en amont, par exemple sur l'histoire du Japon. Oui. Voilà, j'ai communiqué d'abord dessus et du coup il y a 7 personnes qui viennent du Discord Red Calamar, qui vont venir au Japon et qui ont eu l'information un petit peu en avance, et je trouvais que c'était un petit peu normal de leur partager tout ça, parce que c'est des personnes avec qui finalement tu revois très vite, tu commences à tisser quelques petits liens, tout ça, voilà, on est proches. Bon, je reparle du Japon, mais c'est aussi pour dire que c'est bon, ça y est, la liste est close. On a sélectionné nos 20 personnes qui sont intéressées pour ça, donc c'est cool. Donc, cela dit, si vous avez reçu des confirmations, voilà. soyez s'il vous plaît attentif à ne pas rater déjà les appels, les demandes, les créneaux, etc. pour pas perdre votre place, parce que évidemment Ce serait si dommage. vous non mais c'est répondez bon, pas, c'est bon, mais ils ont fait on sait jamais. Ils se sont appelés, ils ont fait une FAQ ensemble avec l'agence de voyage qui s'en C'est occupe. très bien. Voilà, donc on est parti. Le voyage semble verrouillé pour la fin du mois de juin. Mais donc, bon voyage. Si vous n'avez pas été contacté, ou si vous n'avez pas pu accepter ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y aura une autre fois et on pensera à vous. Oui. Si vous revenez à nouveau. Et je mettrai sur la table, je ferai venir Mage. Tu vois, sur la table, je dis, oui, il n'y aura pas que moi cette fois, il y aura aussi Mage. Et peut-être que la 3e fois, j'arriverai à faire venir Vanille. Oui. Ouais. Par exemple. C'est mon chien. Du coup, je disais lecture de commentaires. Et bien, cette semaine, il n'y a pas de commentaires. Elena, tu veux m'expliquer pourquoi il n'y a pas de commentaires ? Bon, ça arrive. Il y a qu'un seul commentaire que j'ai retenu, c'est celui de Naru qui marque dans 3 semaines. Oui. Voilà, c'est tout ce que Ouais. j'ai retenu. J'imagine qu'ils sont tous partis au Japon et ils ne nous écoutent plus. Après, c'est aussi peut-être parce que le podcast de la semaine dernière vient d'être posté genre là tout à l'heure. Mais bon, sinon, oui, ça arrive. Je suis désolée. Du retard. Oh oui, il y avait beaucoup de retard là. C'est des choses qui arrivent. Mais bon. Écoutez, c'est pas grave, hein, ce sera pour la semaine prochaine sur la lecture de commentaires. Allez, on va passer sur de l'actualité. Est-ce que vous vous souvenez de notre très cher Robert Minou ? Oui, notre très cher Bobby Kotick National qui est à la retraite maintenant, parce que une retraite un peu dorée quand même, on va dire. Oh là, il est bien, hein. Ah, il est bien, mais alors comme toutes les personnes qui, entre guillemets, et j'ouvre de très grosses guillemets que vous ne voyez pas, est inactive dans le milieu du jeu vidéo, il se met à répondre à des interviews, à apparaître dans des podcasts, tout ça, pour parler de son expérience. On avait eu Shuei Yoshida il y a quelques temps qui parlait de PlayStation, des ventes, de l'échec de la PS Vita. Là, nous avons Robert Minou. Robert Minou qui nous parle de sa pire acquisition lorsqu'il était en poste chez Activision. Et c'est un peu triste, parce que moi je l'aime beaucoup, ce studio. Et c'est loin d'être la pire acquisition. C'est même, je dirais, l'un des jeux les plus originaux qui a été pondu par Activision ces 20 dernières années. C'est dommage de parler en ces termes de pire acquisition que vous ayez jamais faite, monsieur Robert Minou. C'est un peu dur. Robert Minou qui nous parle donc de Bizarre Création. Un studio qui peut-être ne vous dit rien, mais qui était à l'origine des F1 Grand Prix sur PS1, mais surtout des Project Gotham Racing sur Xbox, et donc du coup de Blur dans l'ère Activision lorsqu'ils ont été rachetés. Oui, j'imagine que c'est probablement des jeux qui ne vous parlent pas, parce que en fait, ce studio en question, il a été fermé en 2011. Donc ça va faire bientôt 15 ans qu'il n'existe pas. Ouais.
Mais du coup, à l'époque de leur rachat, c'était un très bon studio indépendant qui existait depuis bientôt 20 ans, quand même. Donc, ils étaient là depuis longtemps et ils ont fait des bons jeux à l'époque. Leur jeu était parmi les jeux de course les mieux notés de l'époque. Hein. J'ai bon souvenir de Blur en tout cas. Par contre, je connaissais pas Project Gotham Racing. Du coup, j'ai cliqué dessus pour voir et je suis très déçu de savoir que ça n'a aucun rapport avec Batman. Voilà. Je suis désolé pour toi de cet ascenseur émotionnel. Du coup, Robert Miaou qui nous dit en réalité, alors vous allez voir, c'est une catastrophe parce que non seulement il qualifie de pire achat ever qu'il ait pu faire avec Activision. En plus, il se souvient même plus ni du nom du studio, ni de l'emplacement où est-ce que c'était. Ni de rien du tout, en fait. Respect. En réalité, nous avons fait une mauvaise acquisition. L'entreprise qui était à Manchester, qui a fait le jeu de course pour Xbox là et qui s'appelait oui, qui s'appelle littéralement. Oui, on précise, mais le studio, il était à Liverpool. Il était à Liverpool Pas du tout à et Manchester. du coup le studio c'était Blizzard Création parce que c'est la seule acquisition qu'ait fait Activision qui comprenait des jeux de course qui avaient été faits sur Xbox. Bref, un studio qui, pour mettre dans le contexte, était plutôt content à la base de son rachat. Oui. Parce que c'était la sécurité Oui. et qui voulait pouvoir se dire non mais si on a carte blanche pour continuer à faire nos bêtises mais que derrière on a quand même un éditeur qui met un petit peu d'argent dans nos projets et banco. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un jeu qui s'appelle Mario Blur, qui est une sorte de Mario Kart mais un peu réaliste, qui a pas fonctionné du tout. Ça a un peu bidé. Le jeu est très cool. Le jeu est très sympa, oui. Mais il est très dur à trouver. D'ailleurs, si vous le cherchez en occasion, il commence à coter un peu parce qu'il n'a pas marché. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui se baladent dans la nature, comme beaucoup de jeux de cet acabit-là. Mais j'ai cru comprendre que c'était pas de la faute du jeu, pas vraiment de la faute du jeu s'il n'a pas marché, ou même pas tellement du studio. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est parce que jamais il va se remettre en question, ce très cher Bobby Kotick. Jamais il va se dire qu'on a fait des erreurs. Non, il te présente, ça a été notre pire acquisition. On avait besoin de jeux de course dans notre catalogue, parce que nous étions rendus compte qu'on avait un secteur dans lequel nous n'étions pas présents, qui était le secteur des jeux de course, contrairement du coup, c'est le non-dit narratif, contrairement à Electronic Arts qui sortait déjà un Need for Speed par an à cette époque-là. Donc ils ont fait un achat, on va dire, rationnel. On achète un studio qui va nous permettre de nous apporter des jeux de course. Problème, c'est que sur cette période, les jeux de course ont commencé un petit peu à se casser la figure et qu'il y avait bien que Mario Kart qui fonctionnait. Donc ils ont fait une commande, encore une fois pragmatique, à Blizzard Création, excusez-moi, qui était de faites un jeu un peu comme Mario Kart. Et c'est ressorti Blur, qui je pense n'a pas été très bien compris et pas très bien marketé non plus. Et c'est pas ça le pire. Pour la petite histoire, c'est que l'après Blur, il est terrible parce que le studio a été racheté, il fonctionnait bien, ils avaient des finances qui étaient bien, ils ont sorti Blur, ça a été une catastrophe, et tout de suite après Blur, ils ont plus fait de jeux de course, ils ont fait un James Bond commandé par Activision. Ça a été un échec aussi, le studio a été fermé au bout de 3 ans. Après 20 ans de bons et loyaux services, à faire des bons jeux, il a suffi de 3 ans pour être tué par Activision. C'est super, bonne ambiance. Super badant. Ouais, et j'ai vu j'ai regardé parce qu'il y avait Oscar Le Maire qui a réagi à cette nouvelle, et qui a trouvé des articles de l'époque, donc qui datent à peu près des années 2011-2012 peut-être, et où il y a des interviews justement des principaux concernés qui disaient mais que c'était en fait, c'était très 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 décevant. Du côté du studio du Blizzard Création, et c'était un petit peu, on va dire, un petit peu décevant pour le côté Xbox et pour Kotick, etc. Mais même s'ils n'arrivaient pas à assumer qu'effectivement ils ont détruit un studio avec leur façon de faire, tandis que les gens responsables de Blizzard Création, eux, ils disaient que on s'attendait à ce qu'on nous laisse faire nos trucs, grosso modo. Tu retrouves aussi des commentaires assez terribles d'anciens développeurs, notamment celui de Martin Chaudelet qui disait « On n'était plus un studio indépendant, on était un studio pour faire des jeux de machines à sous. » Ouais, c'est précisément de ça que je parlais, qu'ils espéraient... en tout cas, ils avaient au début, il y avait l'impression que Xbox les laissera faire à leur façon et les laissera exister comme ils le faisaient depuis 20 ans.
Mais sauf qu'ils sont arrivés avec leur dossier, avec leur courrier interne, avec des réunions à tout va, et du coup, ça a tout capoté, et ils n'arrivaient plus à se retrouver, en fait, dans leur propre façon de faire. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, Robert Minou n'est pas une personne recommandable. Épisode 431. On va pouvoir passer à la suite. La suite, on va parler un peu de Call of Duty. Call of Duty pointé du doigt. Pourquoi ? Parce que apparemment, on a utilisé de l'IA générative pour générer quelques petits assets. Alors, ça pourrait rester un petit peu, sous les radars, quelques petits trucs par-ci par-là. bien sûr. Sauf que c'est des assets qui sont monétisés, donc il faut les acheter avec du vrai argent. Et surtout que les promesses avaient été faites par Activision à l'époque de ne pas utiliser. Alors ils avaient promis qu'ils allaient utiliser de l'IA générative, mais pour des trucs qui se verraient pas, que ce serait pas dramatique et que le cœur du métier de graphiste il serait resté. Sauf qu'ils ont licencié 1900 personnes, dont l'essentiel était des graphistes. Et au bout d'un moment, quand t'as plus de graphistes, bah, tu fais appel à Midjourney. Il y a une enquête qui a été faite par youtubeuses. Pas par des youtubeurs, c'est plusieurs youtubeurs qui ont fait une sonnette d'alarme. Il y avait notamment Glitching Queen qui a vu une sorte de sur un flyer quelque part avec un visage de raton laveur, et en regardant un petit peu de plus près, il a vu qu'il y avait un problème. Notamment les trucs habituels de l'intelligence artificielle générative, les visages qui sont un peu flous et les textes qui vaguement de loin ressemblent à des textes, mais qui ne veulent rien dire. Ce ne sont pas des textes. Mais le pire problème dans tout ça, c'est que c'est le genre d'assets et de dessins qui peuvent être facilement reproduits par n'importe qui grâce à les outils d'intelligence artificielle disponibles partout où tu veux, qui peuvent ressembler à 100% à ceux qu'ils ont trouvés dans ces jeux. Parce que du coup, ils ont fait le test et voilà. Ouais. Ils ont réussi à reproduire exactement la même chose avec l'IA. Il y a notamment même un graffiti qui me fait... ils sont allés plus loin là-dessus. Le graffiti avec un dragon... Tu te rends compte qu'en fait, le dragon, il n'a qu'une seule jambe, mais il a deux queues. Oui. Bref. Comme le Dragon Beat de Yu-Gi-Oh! Oui, mais lui, c'était pas censé être un Dragon Beat, c'était censé être un dragon. Ouais, mais du coup, c'est drôle parce que la semaine dernière, dans le podcast, justement, les garçons, ils ont parlé du fait qu'il y avait des jeux qui étaient retirés du store de PlayStation, je crois. Justement parce qu'ils ont compris qu'en fait, les créateurs des jeux ont utilisé de l'IA générative sans l'avoir déclaré. Et donc, ça a provoqué le fait que les jeux étaient retirés. Il y a eu plusieurs jeux qui ont fait un petit buzz. Genre, je crois que le jeu de gestion du magasin, genre du supermarché, ça a attiré pas mal de gens. C'était fait entièrement avec l'IA générative. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Et oui, mais ça n'a pas été déclaré. Après, ça se trouve, je le confonds avec un autre jeu de gestion de supermarché, donc j'ai pas envie de vous... C'était bien lui. Ouais. Mais en tout cas, c'est très drôle qu'on en a parlé la semaine dernière. Ça a provoqué quand même l'enlèvement de ces jeux des stores, quasiment. Donc, c'est à quand qu'on enlève Call of des stores pour la non-déclaration de l'IA générative dans les jeux? Surtout qu'effectivement, le plus grave dans tout ça, c'est qu'il y a plein d'artworks qui sont en vente. Et ce sont les artworks faits avec l'IA. Ouais, complètement, c'est ce que j'ai dit, ouais. Donc c'est chaud quand même. Écoute, c'est encore pas une fois, création originale, c'est n'importe qui peut le refaire. Faites donc, refaites-les. Ouais, mais tu comprends, ils ont viré tous les graphistes. Ils vont faire quoi, les réembaucher? Enfin, faudrait pas déconner. Quand même pas. C'est moins cher de payer un Midjourney. Hein. Oui, un abonnement Midjourney, c'est quoi? 15 € par mois? Ouais, au lieu de 1900 graphistes. Voilà, tu prends un graphiste, bon... Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est un graphiste? Voilà. Et 1900 et un Midjourney. Alors, je sais pas, mais ils savent ce que ça coûte un abonnement. Moi ce qui me terrifie, c'est que, qui t'ait des trucs comme ça qui passent, genre vraiment, qui se disent non mais les gens ils vont pas zoomer pour regarder les textes, ou non mais tranquille, le dragon à deux queues là. Oui, mais c'est que personne n'a même regardé en fait ce qu'ils mettent dans leur jeu. C'est autant de se dire d'accord, elles vont pas aller vérifier les détails, mais là le dragon à deux queues, ça saute aux yeux quand même. Encore, tu vois, là ils faisaient aussi la remarque pour l'emblème du Cerbère, ce qui fait que quand t'arrives au niveau maximum du prestige, t'as
t'as une petite icône spéciale disant que t'es Prestige Master, mais même le Prestige Master, il est généré par IA, tu vois. Ouais, Tu vois vraiment qui est vraiment le truc, tu te dis, tu sais, t'as eu un petit peu une c'est récompense, important, ta un petit peu. récompense, Ouais. c'est une icône IA. C'est Super génial, quoi. Trop bien. C'est trop bien. On est où là? Sur un jeu NFT ou quoi? On a ou un responsable qui n'a rien à faire de ce qui se met dans son jeu, sur un jeu sur lequel il travaille, ou des graphistes qui se retrouvent avec tellement peu de gens qu'ils font ce qu'ils peuvent, donc ils font ça, et pareil, ils le font mal. Puisque tu peux avoir un dragon normal sans deux queues si tu fais un petit peu d'effort sur Midjourney. Mais à la rigueur, ce serait des petites Et à la fin, ils récompenses prennent des gens pour des que cons. tu balances à des joueurs. Bon, je trouve que si tu joues à ton jeu et que t'es récompensé par des trucs générés par IA, je trouve que c'est abusé. Mais à la rigueur, tu fais ça une fois, c'est bon, tu t'excuses, pas de problème, on passe et tu fais des petites récompenses qui sont générées par des graphistes, tu vois. Oui. Mais les vendre, mais c'est quel niveau de cynisme de vendre des trucs que t'as demandé à Midjourney de générer? Et tout ce que tu payes à Midjourney, en plus, c'est un abonnement. Mais le pauvre Midjourney, Il est pas payé à ça, à Non, la mais c'est- non, mais je trouve quantité que de production. c'est catastrophe. Et c'est même pas. En plus, c'est des prompts simples, quoi. Il y a même pas de travail particulier sur les prompts. Ils ont pris ça à la zob, ils les ont foutus dedans. Ils se sont pas posé de questions. Non, mais. Non, mais ce qui me fait rire, c'est vraiment quand ils ont refait les tests, justement, pour notamment modéliser le raton laveur, parce qu'il y a une icône avec un raton laveur. Ils ont juste tapé raton laveur qui tient un billet avec les yeux rouges. C'est littéralement le même truc qui a été généré. Et ça me fait trop rire. Enfin, ça fait trop rire. Ça fait doucement, oui, rire, mais. Bref, on va ridicule. passer à la suite. La suite, ça parle un petit peu d'Assassin's Creed. Alors, on va y aller un petit peu en bref parce que je pense pas qu'il y aura besoin de s'étendre outre mesure là-dessus. Assassin's Creed Shadow, apparemment, les précommandes sont relativement comparables à celles de Assassin's Creed Odyssey, ce qui est un plutôt. Qui est un très bon indicateur, sachant que Odyssey s'est très bien vendu. Odyssey s'est bien vendu. Voilà. C'est Valhalla qui avait le mieux performé à l'époque, mais Odyssey Oui. s'en est plutôt Je suis bien très sorti. surprise pour Valhalla. Pourquoi? Je sais pas. Des D'accord. Vikings. Non, mais je ne trouve pas. On peut toujours me contredire, mais je ne trouve pas l'univers de Valhalla très sexy, quoi. Il y a juste des Vikings en fourrure. Hein. Non, mais c'est parce que t'as pas joué au jeu. C'est un genre de jeu qui marche très bien auprès d'un grand public, qui va faire après, son oui, jeu hein. d'aventure dans l'année. Et à partir de là, moi je pense que l'essentiel des critiques que malheureusement on fait nous à Ubisoft, c'est des critiques qui sont valables parce que et pour, on va dire, un public d'initiés. À partir du moment où vraiment, encore une fois, si toi tu joues que à Call of Duty et à FIFA, bah, occasionnellement, en troisième jeu dans l'année, bah, tu prends ton Assassin's Creed monde ouvert et ce sera très bien. Tu vas avoir des beaux décors, tu vas avoir un petit peu d'histoire, un petit peu ton secret d'histoire interactif et ludique. Tu vas bien t'amuser au global. Ouais, d'ailleurs, petite anecdote, vous vous rappelez, au début de l'année scolaire, là, je vous disais, je me lance dans Assassin's Creed Origins. Ouais. Oui. Bah, j'ai joué 15 heures. C'est bien. Et c'était cool. Non, mais c'est bien, t'as joué 15 heures. J'ai toujours pas avancé. Oui. Depuis, et le jeu, il est qu'au début, et il s'avance pas, quoi. Et j'ai peur de ne jamais revenir dans ce jeu. Ah oui, c'est mort là, t'as passé trop de temps. La Xbox Series, elle est sur le haut du meuble depuis tout le temps. Donc, non, c'est pas grave. Hein. Bon, Au moins, t'auras ça- essayé. ça T'as se- essayé plus longtemps que moi, hein, ce jeu. Ça se trouve, c'était même pas 15 heures, peut-être moins, mais je sais pas. T'as le droit. Ça t'a paru long, de pas être, peut-être. Je me suis ennuyée au bout d'un moment. Bah, même si je me rappelle bien où j'étais, En fait, ça donne aucune émotion, en fait. C'est assez générique. Je sais pas, C'est juste ça passable. m'a fait rien. À part m'énerver parce que je trouvais que le plot, et le système de récit n'était pas intéressant. Bref, c'est pas le sujet là. Hein. Merci Elena. Toujours est-il que ça a l'air de bien fonctionner et ben c'est le minimum que je puisse espérer, ne serait-ce que pour les salariés, pas forcément pour Yves Guillemot. Oui, j'avoue. Donc j'en ai un peu rien à foutre de ce mec, mais bon, voilà. Je le dis, il est content, lui. Oui, il est content. Hein. J'espère que ça ira à peu près et qu'ils arriveront à rebondir après là-dessus. Mais virez-moi Yves Guillemot, s'il vous plaît.
Voilà, c'est tout ce que je demande. Autre actu un petit peu en bref aussi, c'est la fin des points or sur Nintendo Switch. C'est Nintendo qui a annoncé ça ce matin au moment où on l'enregistre, donc le 18 février. Mais Le de façon 25 très mars, japonaise. le 25 mars prochain sera supprimé le service. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était un service dans lequel vous pouviez récupérer des points or pour chaque achat de jeux Mhm. numériques comme physique. Alors c'était Physique un aussi, peu ouais. caché pour le physique parce qu'il fallait les réclamer dans un menu un peu caché, mais vous pouviez le faire. C'était 1% du prix du jeu que vous récupériez en points or, 5% si vous aviez acheté le jeu sur l'eShop, Mhm. et ça vous offrait directement en réalité des réductions. Il fallait 500 points or pour pouvoir avoir 5 euros de réduction. Vous n'étiez pas obligé d'attendre 500 points or, vous pouviez très bien avoir 30 points or et récupérer 30 centimes de réduc. En vrai, Je crois C'est qu'on pas pouvait dégueu. C'est pas dégueu. les utiliser Oui. aussi pour avoir genre des avatars. non, ça c'est Non. les points platine. Ah, ok. Ouais, c'est les points platine que tu as quand tu joues à des jeux Nintendo Je sur une confonds. période bien particulière Ok. pour acheter des avatars. Non, là les points or c'était vraiment un système de réduction. C'était Mhm. Alors il y a un autre truc qui a été annoncé qui n'est pas dans cet article-là aussi, c'est les vouchers. Je sais pas si vous voyez c'était quoi les vouchers. C'était pour les abonnés du Nintendo Switch Online. Mhm. Mhm. En gros, pour vous achetez deux vouchers à 99 euros et à 99 euros, vous avez le choix à 2 jeux first party Nintendo. Ah oui. Ah Ce qui oui. faisait une belle réduction en fait de Je jeux me souviens de ça, oui. qui venaient de sortir. Bon, ça, ce sera pas possible sur Switch 2. Nintendo n'a pas annoncé de remplacement au voucher ni au point or pour le futur. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il y en aura pas. Mhm. C'est un petit peu corrélé, on va dire, avec cette volonté manifeste qui sera malheureusement d'augmenter les prix des jeux On sur dirait la bien, prochaine ouais. génération. Hein. Je rappelle que Zelda Totk était à 70 balles à sa sortie Mhm. aussi. On verra ce qu'il en sera. Moi, je trouve ça un peu triste parce que pour le coup, les points or, force est de constater que c'était quand même un des trucs les plus honnêtes que Nintendo ait pu faire vis-à-vis de son environnement d'achat en ligne de jeux. Mais Non, j'imagine que c'est lié au fait ils laissent de plus en plus de place aux jeux des autres studios, notamment Xbox, hein, qui veulent venir sur Switch et qui ne veulent probablement pas faire de réduction sur leurs jeux. Je sais pas. Moi, je ne j'aurais- sais pas comment ça marche à Je sais pas l'interne, du tout. la distribution, mais Moi, je suis curieux de voir en fait si ça va plutôt évoluer avec le temps. Peut-être qu'il y aura une nouvelle formule, peut-être pas. Oui, c'est peut-être histoire Ça, de on verra. parce que ça peut être, comme tu dis, histoire de revoir une nouvelle formule. Mais moi, je trouve ça un peu triste parce que ouais, c'était cool. Genre, quand t'achetais un jeu, t'avais une petite réduction aussi qui te permettait aussi directement peut-être d'acheter un jeu qui était aussi en promo. Ça te permettait aussi de faire des petites découvertes sur des jeux que t'aurais jamais que t'aurais jamais acheté si il n'y avait pas eu justement les points Mhm. or. C'était un petit peu l'avantage. c'est vrai que ça pouvait être utile. Moi, Mais- par Par exemple, conseil, pour, avant qu'on boucle et qu'on passe à autre chose, du coup, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si comme moi, vous avez une collection immense, et c'est ce que je vais devoir faire aussi, Ah avant le oui. 25 mars, pensez à Récupérer. rentrer votre cartouche, à récupérer les points. C'est dans un sous-menu de la cartouche qu'il faut aller activer ça. Pensez à le faire. Ce n'est que 1% de la valeur du jeu quand vous les avez en cartouche, mais c'est toujours 1% de la valeur du jeu que vous allez pouvoir récupérer. Si vous avez Et- ne serait-ce que 30 jeux. Essayez de Oui. trouver un petit jeu que vous pourriez vous faire plaisir sur les shops qui seraient en réduction que vous n'avez pas encore, voilà, parce que ce serait dommage. Je sais pas si c'est utilisable. Tiens, ça va peut-être mon objectif. Je sais pas si c'est utilisable sur les. Il faudrait que je vérifie. Il faudra que vous commentiez avec le Patreon, les patriotes si vous voulez bien. Je sais pas si c'est utilisable sur les manettes. Parce que tu peux acheter les manettes directement sur le shop Ah. Nintendo Switch Online, les manettes Super Nintendo et Nintendo. Tous les Je- Joy-Con. Et je sais pas. Nintendo 64. Donc je me demande si c'est utilisable pour ces points or pour des réductions sur du matos. À voir, je veux pas dire de bêtises, Peut-être. mais si vous aviez quelque chose à acheter, ça pourrait être ce genre de choses-là pour jouer aux pires émulateurs disponibles sur le marché. non, je vais pas revenir là-dessus. Je suis d'accord. Dernière actualité à vous présenter. Le State of Play, faudrait peut-être en parler quand même. Il y a eu un State of Play dernièrement de Oui. PlayStation. Et il y avait beaucoup d'attentes qui étaient cristallisées autour de ce State of Play, notamment avec peut-être la grosse cartouche de cette année, dont on ne connaît toujours pas la date de sortie, qui est donc Ghost GTA of Yotei. 6.
Quoi? C'est pas très PlayStation, mais oui, j'étais assis si on veut, mais ça m'étonnerait que t'aies un trailer de Oui, GTA 6. Ghost of Yotei, oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, le Assassin's Creed Japon originel. Oui, donc Par exemple. Ghost of Yotei, on n'a pas eu de nouvelles. Voilà, c'était vide de Ghost of Yotei. Oui, pas de nouvelles du tout. Ça a commencé sur du Monster Hunter et du Shinobi. Alors parce Monster que ça Hunter, je vais arrive pas repasser bientôt. là-dessus. Vous êtes encore en pleine bêta dessus suite au dernier problème qu'il y avait eu avec le PSN. On a eu du Digimon, on a eu peut-être parmi le rang des jeux qui ont le plus titillé la fibre des joueurs, il y avait eu Lost Soul Aside, qui est une sorte de beat'em all dans les légendes arthuriennes, de ce que j'ai cru comprendre, qui a l'air de plutôt bien bouger. Alors, c'était intéressant. Je vais pas vous mentir en disant que j'ai été emballé par Borderlands 4, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais pas vous mentir aussi en vous disant qu'il y avait vraiment des jeux qui m'ont particulièrement marqué. Il y a des trucs qui restent dans un coin de la tête. Je vais vous dire les deux jeux qui, moi, m'intéressent et m'ont fait le relever un sourcil. Oui, en fait, on vous laisse aller regarder vous-même parce qu'il y a eu quand même des annonces, et il y a eu quand même des rappels que ça va arriver, etc. Il y a des petites collabs sympathiques qui peuvent plaire aux gens, donc allez voir. Voilà, moi je vais Au moins, donner vous ce êtes au courant que je vais qu'il vous y a dire eu. là maintenant, ce que j'ai, les deux trucs que je retiens. Je vous donnerai à vous si vous avez 2-3 trucs à rajouter là-dessus. Très bien. Moi, il y a Directive 8020 qui m'intéresse un peu parce que sur le coup, au début, j'étais là, ouais, bon, ok, mais j'avais pas capté que c'était un nouveau Supermassive et qui était du coup dans l'anthologie Dark Pictures. Donc c'est la suite, saison 2 entre guillemets, un des premiers jeux de la saison 2 de la Dark Pictures Anthology. Ces jeux d'horreur qui s'inspirent beaucoup de la cinématographie horrifique. Ils ont fait quoi d'autre? Populaire. Ils ont fait Man of Medan avant, House of Ashes. C'est ceux qui ont fait The Quarry, qui ont fait Until Dawn. Le remake. Non. Non, Ils n'ont pas fait Supermassive, n'ont pas fait le remake. C'est une erreur de ça, mais c'est pas eux qui ont fait le remake d'Until Dawn. Ils ont juste fait Until Dawn. Bien. Voilà. Et The Quarry, donc que je vous ai dit, mais ça m'intéresse un peu plus que The Quarry, qui était vraiment un one-shot propre à Stadia à l'époque. Et sinon, évidemment, je l'ai reconnu instantanément. Oui. C'est un truc, quand j'ai vu ça, là, mon petit cœur, il a fait boum. Oui, mais c'est très drôle parce que j'étais là à côté aussi et je me disais, je crois que ça sent un petit peu quelque chose là. C'est Saros, Saros qui est donc le nouveau jeu de Housemarque. Housemarque qui sont les créateurs de Returnal, Scandinave. qui était mon GOTY 2022, que j'ai adoré. Et dès que au début, tu sais, c'est un peu, tu comprends pas trop, tu vois un soleil qui a des éclipses, et puis là il y a une mécanique de retour à la vie, tu te dis ah ouais, ok, peut-être que va y avoir un délire encore de roguelike, etc. Et dès que dans les yeux du mec tu vois des petites bouboules qui sont prêtes à être tirées, tu fais c'est Housemarque, c'est le nouveau, et je suis intéressé. Voilà. C'est le bullet hell que j'aime là. Donne-moi C'est le prix, bon. j'achète tout de suite. Donc ça, oui, je suis hyper chaud. On n'a pas de date particulière, je crois que c'est 2026. Oui, 2026, Ça fait un peu loin. Donc il n'y a pas de nouvelles plus précises que Mais ça. je suis turbo chaud. Moi, dans les veines, hein. Housemarque, je suis gros fan du studio depuis Super Stardust. Vraiment, j'adore ça. Et gros bémol aussi, je rajouterais, je trouve que c'est cynique quand même de faire un remaster de Days Gone. Ouais, pour un consolier qui a eu autant de problèmes avec le créateur du jeu et le studio, Bend Studio, je trouve que on en est à racler les fonds de tiroir de la PS4 là, enfin dans l'esprit de Sony. C'est pas une critique que je fais sur le jeu, qui est très bon, mais dans l'esprit de Sony, c'est vraiment le fond de tiroir. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Days Gone, bon, c'est tout ce qu'il y a. On va le remasteriser. C'est pas comme s'il y avait un Bloodborne, mais va pour Days Gone. Et toujours en plus avec ces histoires de paiement de version remasterisée, parce que ça coûtera 10 balles si vous possédez la version numérique ou la version physique, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, si vous aviez la version PlayStation Plus, allez vous faire ce sera non. Si vous avez la version PlayStation Plus du jeu, vous ne pourrez pas profiter de cette offre, il faudra racheter le jeu. Cool. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et vous avez retenu des trucs ou pas? Brandon, Alors moi j'ai retenu Darwin's Paradox. très mignon, j'ai trouvé. Oui, tu joues un petit poulpe qui a le pouvoir notamment de se camoufler et d'utiliser ses pouvoirs de poulpe pour pouvoir... Chier sur les gens. Ouais, C'est un pouvoir de poulpe, ça. ouais, c'est le pouvoir de poulpe. Utiliser ses tentacules pour combattre les ennemis, Et j'imagine. c'est un platformer, je crois. Oui, Une ça m'a sorte rappelé. de- Oui, c'est un petit platformer. Ça m'a rappelé un petit peu des jeux dans la veine un petit peu de tout ce qui est Limbo, tout ce qui est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi avec
Attends, c'est quoi déjà aussi? Enfin bref, dans la même veine que Limbo, on va dire, parce que j'ai oublié le nom de l'autre jeu. Donc ça, en vrai, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Et l'autre jeu qui m'a tapé dans l'œil, c'est Midnight Walk, avec une DA très papier-mâché, un petit peu pâte à modeler, qui ressemble à un jeu d'aventure. Bah, je pense que c'est un jeu d'aventure, parce qu'on n'a pas eu plus d'informations, mais un jeu d'aventure où on incarne une petite créature qui évolue dans un monde un peu horrifique, mais ça a l'air assez chill. C'est pour ça que ça m'intrigue un peu. Chill, t'es gentil. Hein. Moi, il m'angoisse. Ils disent c'est un petit peu jeu ambiance aussi, mais il va aussi sortir sur PSVR 2. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense que tu dis qu'il est assez chill, c'est qu'il faut pas qu'il saute trop. Si c'est la même version, si c'est plus ou moins la même version, t'imagines si ça saute partout en VR, bah t'as le motion sickness assuré en 3 secondes. Hein. Mais je sais pas. Alors oui, il y a des trucs qui font un peu peur, mais je sais pas, ça m'avait l'air un petit peu chill. Bah, pour une raison qui c'est m'échappe. ton type de jeu, t'aimes bien des trucs un petit peu qui font peur là. Bah c'est. Mais lui, en tout cas, il sort bientôt. Ouais, j'aime bien quand ça fait peur. Et je veux le mentionner vite fait, il y a eu FNAF Secret of the Mimic qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un un autre type de jeu d'horreur qui marche pas mal, qui sont les Poppy Playtime. Ouais. Je ne vois quasiment aucune différence, si ce n'est qu'on n'a pas deux espèces de gants sur lesquels il faut tapoter absolument de partout pour pouvoir résoudre une énigme. Je suis content pour ceux qui aiment FNAF, mais alors moi, clairement, j'ai complètement laissé tomber la licence. Et je vais plutôt me diriger vers d'autres jeux qui seront peut-être plus intéressants narrativement déjà. Mais bon, ça ce n'est qu'un avis. Voilà. Et toi, Elena, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil? Pareil, il y a 2 jeux que j'aimerais bien relever un petit peu. Alors le premier, c'est pas parce qu'il m'intéresse particulièrement, mais parce que je serais quand même curieuse d'entendre ce qui peut se passer avec ce jeu. C'est Split Fiction, ça vient des créateurs de It Takes Two. Ouais. Et alors, est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce que c'est quoi It Takes Two un jeu qui se joue en coop avec 2 personnes, donc t'as 2 joueurs. Que et j'ai en horreur. Bah voilà, l'histoire c'est 2 parents qui divorcent et qui du coup qui essayent de recaler les pots cassés avant de définitivement se séparer, je crois. Donc je sais pas, on peut donner des avis là-dessus sur l'histoire, peut-être pas forcément bien, je sais pas, ça dépend de qu'est-ce que vous en avez pensé vous personnellement, parce que je trouve que c'est très personnel comme avis du coup sur le sujet. C'est ce qu'on me demande. Voilà, mais du coup là cette fois ils vont explorer l'amitié. Et c'est un petit peu espace, un petit peu je sais pas, peu une coop aventure. C'est l'histoire de 2 écrivains. Et c'est 2 filles. S'ils arrivent à explorer une amitié aussi toxique que pouvait l'être la relation entre les parents de It Takes Two, j'ai très hâte. Hein. Mais ils n'avaient pas fait aussi un autre jeu qui s'appelait A Way Out, justement. Si, j'ai notamment fait ce jeu avec... j'ai notamment fait ce jeu avec ce bon vieux mage. C'était peut-être plus... Je sais pas, mais l'interaction l'interaction de 2 prisonniers était peut-être plus intéressante. En tout cas, beaucoup plus intéressante que 2 parents complètement toxiques qui... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment c'est clairement à peu près le même plot twist, c'est-à-dire que les 2 personnes, elles vont probablement avoir des problèmes, du coup, dans leur amitié, et il va falloir les résoudre. La question pour moi, c'est est-ce que ça va être effectivement aussi désastreux que dans It Takes Two ou pas? Voilà. Et est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir? Sinon, le jeu qui m'a personnellement intéressé, c'est le jeu qui ressemble à Forspoken. Attendez, je vais vous dire, c'était quoi déjà le nom? Ça s'appelle Tides of Annihilation. Ah oui? Visuellement, en regardant le trailer, ce jeu m'a paru sympa. Très sympathique. En tout cas, ça m'a rappelé mes heures passées sur Forspoken. Vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est ce jeu qui a l'air d'être plus un Devil May Cry-like. Bah, je sais pas. Moi, j'ai vu l'héroïne qui saute un petit peu partout, qui grimpe, qui avance de façon assez intéressante quand même dans les décors et dans le monde. Il y a plein de décors différents, donc qui est assez intéressant. On a aussi le fameux côté... qui a été beaucoup rapproché, notamment à Forspoken, le Isekai, là. D'un coup, c'est quoi?
Tu trouves que ça fait isekai? Bah bien sûr, ça commence à Londres, ensuite elle, Bah oui, mais elle c'est parce que plonge dans c'est- un monde magique. C'est les légendes arthuriennes, mais Bah, il y a des journalistes qui pensent qu'il y aura probablement des allers-retours en avant en arrière en changement de monde, mais on sait pas pour le ouais, moment mais c'est plus pas que ça. isekai. Du coup, moi, ça me rappelle plutôt Fate Chacun ses référence. références, j'imagine. Mais moi, je t'avoue, c'est vraiment... Je sais pas, est-ce que c'est juste parce que c'est une héroïne que ça me fait penser à ça? Oui, Est-ce parce que que c'est je le t- mélange T'avoue des que mondes j'ai comme du ça? mal à voir le rapport entre Forspoken qui fait sur le parcours et un jeu qui sera pas du tout un monde ouvert dans lequel juste tu fais des phases de plateforme, quoi. On dirait surtout un Souls, quoi. Oui, c'est ça qui me fait le plus peur. Moi, en fait, c'est tout ce que je dis. Ah bah, un Souls. Bah, le monde complètement détruit, ça m'a fait penser à ça aussi. Mais comme je Oui, vous dis, oui, c'est chacun ses références. Moi, j'ai passé un bon moment sur Forspoken. Je me suis dit, tiens, là, ça me rappelle quelque chose. Donc, Mhm. est-ce que je Non, me bien sûr. trompe? Probablement. Si je me trompe pas, pourquoi pas? L'avenir nous dira, parce qu'il y a que un trailer. Moi, j'ai rien vu. Peut-être qu'il y a autre chose qui est sorti entre temps, mais moi, j'ai rien vu d'autre à part le trailer. Et en même temps, je me suis effectivement posé la question. Le jeu, il est censé quand même être tourné autour des combats contre les gros boss. Ça, c'est clair. Hmm. Bah, dans Forspoken, il y en a eu aussi, ça m'a pas dérangé, c'était même cool. Et pourtant, je ne suis pas cliente des genre d'Elden Ring ou de jeux forcément à combat de boss. Je suis curieuse. Il y a des chances que je ne touche jamais à ce jeu, parce que je regarderai de plus près et je me dirais qu'en fait, non, pas du tout. Mais là, de loin, bah pourquoi pas. C'est un univers fantasy médiéval qui me plaît, donc Non, après, il a des chances. ça donne aussi un petit peu envie. On Enfin, verra bien. oui, Il a ça l'air assez joli quand même pour le moment. Ok. Eh ben c'est bien. Ben alors moi j'ai une dernière petite actu qui arrive là de dernière minute et après promis on arrive sur le plus intéressant pour nous qui est à quoi on a joué. Ça vient de tomber genre là. Qu'est-ce qui se passe? GameStop l'a annoncé, qui est donc la maison mère qui avait racheté Micromania. Micromania est à vendre. Waouh! Donc Ah. s'il n'y a pas de trouvage de revendeurs, c'est un peu chaud pour les plus de 1000 employés, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, Bon, c'est qui a des sous là pour acheter Micromania? Ouais, ça va être compliqué. Et pour te dire, ils ont même laissé une adresse mail et tout pour les personnes qui oui. seraient intéressées pour le rachat. Donc, le dernier gros magasin jeux vidéo, grosse chaîne jeux vidéo En France? en France qui, du coup, est un petit peu sur la sellette actuellement. Donc, courage à tous les employés. Oui, bon courage, oui. Voilà, voilà. On va partir sur à quoi on a joué. À quoi on joue? À quoi on a joué? Brandon, on t'écoute. Alors, moi, j'ai joué à Red Only Memories Neurodiver, Mhm. notamment. C'est un roman visuel, oui. Si je devais faire un type de comparaison, est-ce que vous voyez les jeux qu'avait pu faire Kojima, notamment le travail qu'il avait fait sur Police Note ou encore Snatcher? Ouais, c'est ça. Et ben, ça reprend exactement la même idée, la même esthétique. D'accord, oui, je vois. Et, Donc c'est un petit peu pixel art, des couleurs qui pètent là, ce que je vois. Oui, oui, et c'est super cool. En fait, on va y suivre la petite aventure, en tout cas, du personnage de SR80... non, pas SR88. Non, ça c'est Metroid. Ouais, ça c'est Metroid. Bon, elle a 88 dans son blaze, mais on va l'appeler Luna, tout simplement. Et en gros, c'est une Neurodivers. Et- Qu'est-ce qu'un Eurodiver? Eh bien justement, je vais vous expliquer. Le Neurodiver, en gros, c'est quelqu'un qui va t'aider à retrouver des parties fragmentées de ta mémoire qui a été corrompue. D'accord. Parce que on est dans un futur, je crois qu'on est aux alentours de 2060, 2070, quelque chose comme ça. Et de plus en plus d'entreprises, en fait, vont s'amuser à corrompre ta mémoire, ou en tout cas à voler des informations et à vouloir détruire ta mémoire pour pouvoir récolter, comme je l'ai dit, de récolter des informations ou pouvoir te faire chanter en menaçant carrément de t'exploser le crâne, si je puis dire. Mhm. Et en gros, là, tu interviens. Tu es une Neurodivers et tu es aussi un être biologique qui est aussi un Neurodivers. Mais c'est une espèce de C'est une de cyborg. poulpe. C'est un espèce de poulpe qui se plug sur ta main. Et en gros, on va explorer tes souvenirs pour pouvoir les reconstituer. D'accord. Et en reconstituant ces souvenirs, tu vas pouvoir
libérer plein d'informations concernant le personnage. Et ton personnage, voilà, justement, s'appelle Luna. Elle a été entraînée pour ça quasiment toute sa vie, parce que en fait, tu deviens neurodiver. C'était un petit peu c'est pas vraiment trop expliqué, parce que j'ai aussi découvert que Red Only Memories Neurodiver est en fait le 2e épisode de Red Only Memories 2067. D'accord. Voilà. Et là, en fait, c'est la suite là, c'est la suite d'un jeu qui a quand même 9 ans. Oh. Voilà. C'est... Du coup, voilà, il y a... Faut vouloir revenir en arrière quoi, pour découvrir tous les détails, Voilà. j'imagine. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais par contre, c'est pas dérangeant. Tu peux facilement rentrer dans l'histoire. Et au fur et à mesure, bah voilà, tu reconstitues des souvenirs de différents personnages. Et en tout, t'as aussi une petite intrigue qui se développe tout autour de ça. Notamment tes amours, notamment tes emmerdes. Et... notamment un ennemi qui va devenir assez récurrent, qui s'appelle notamment le Butterfly. Voilà. Donc le beurre qui vole, c'est ça? Non, ça veut dire le papillon, D'accord. mais j'ai pas compris. Je vois que c'est un jeu assez rapide à faire. Tu peux le faire en 6-7 heures. Ouais, en 6-7 heures, mais c'est un jeu aussi que tu peux relancer parce que tu veux essayer de voir... essayer de voir s'il n'y a pas d'autres fins. Ah, il y a plusieurs fins. C'est quoi comme style de jeu? Parce que t'as pas expliqué, c'est un roman visuel? C'est un roman visuel, oui, tu vas... en fait, tu vas principalement lire, tu vas cliquer sur un objet, tu vas commenter... Il y a des phases un peu point and click? Oui, c'est complètement du point and click. Bah voilà, j'aurais dû commencer par là, c'est complètement du point and click, mais ouais, roman visuel. J'ai eu vent du jeu notamment grâce à une vidéo qu'on avait faite, qui parle notamment sur les polémiques woke. C'est quoi exactement Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'ai découvert ce jeu comme ça, justement, parce que dans Red Only Memories Neurodiver, il y avait eu un vraiment mini-drama, si je puis dire, hein, parce que, notamment, dans ce jeu, il y a des personnages où on utilise le pronom Yel. D'accord. Voilà. Et des gens s'étaient offusqués. D'accord. Alors, chose... pour mettre ça à plat, il y a un seul personnage humain qui se fait appeler Yel, et c'est surtout parce que c'est un personnage qui ne veut pas qu'on sache qui il est ou qui elle est. C'est... il essaye vraiment de... Le personnage essaie de passer complètement incognito. Ok, il se cache quoi. Ouais, voilà, c'est cash. D'accord. Et il y a 2 autres personnages, c'est des robots. Voilà, tout simplement avec une mémoire. C'est un peu compliqué des fois c'est un peu compliqué de lire, mais franchement c'était une superbe expérience. Il y a même notamment des références à d'autres jeux. Il y avait Coffee Talk, j'ai vu. Coffee Talk. Ouais, j'ai vu Ouais. des refs à Coffee Talk. Des refs à Coffee Talk et aussi à Mother 3, je crois, notamment dans certains combats de boss, si on peut appeler ça, quoi. Non, mais il y a un challenge dans le milieu indépendant, c'est en gros, si tu cites pas Mother, à un moment ou à un autre, t'exploses. Ben, j'ai remarqué, parce que je te jure, j'arrive devant le boss et je dis, marrant, ça on dirait vraiment un jeu auquel j'ai jamais joué, mais qui me fait vachement penser quand même à du Mother quand je vois les images de gameplay. Bon. Mais en tout cas, c'est une expérience que je vous recommande. Le jeu a un plutôt bon Open Critique et Metacritic, on est aux alentours de 80. Ouais. C'est une petite expérience qui est ni trop longue, ni trop courte, même si j'avoue que voilà, j'en aurais voulu un petit peu plus. Mais je pourrais notamment lancer le premier jeu, 2067, pour avoir peut-être un petit peu plus de... Ouais, il est plus long. Ouais. Il est plus long là. Je vois, si tu veux du complétionniste, t'en as presque pour 20 heures. Ça me dérange pas. Ah ouais, bon, un roman graphique. Attends, c'est complétionniste, c'est 9 heures sinon, si tu veux juste. Oui, mais si tu veux faire toutes les fins, parce qu'il y a probablement plusieurs fins. Mais sinon, tu fais en 9 heures. Là, le 2e épisode, il peut se finir Mais en bref, 5 heures. je vous le recommande. Je vous Très recommande très chaudement. Et j'ai notamment joué au Vaillant Petit Page, où dans son... Je crois que pendant longtemps, son titre, ça a surtout été Plucky Squire. Ouais. En tout cas, dans sa version Bah, originale. original, oui, Oui. j'imagine. Mais bon, du coup, en France, c'est Le Vaillant Petit Page. Pour une fois qu'ils traduisent le titre. Pour une fois, oui. D'ailleurs, c'est un jeu qui est entièrement doublé. On va suivre le vaillant petit Laius, qui est tout simplement le personnage d'un conte pour enfants Mhm. qui doit faire face au terrifiant Rashquit. Et t'apprends que voilà, tu
tu n'es juste qu'un personnage en fait. Et du coup, t'as plein de petites références au fait que tu n'es qu'un personnage, avec notamment tes amis qui t'accompagnent et qui disent ah franchement quand même. T'es vraiment courageux parce que nous, on n'a pas le courage que t'as, toi, Laïus. Parce que, bon, nous, on est vraiment des personnages en second plan. Hein. On n'a pas ton importance, quoi. Enfin, c'est pas comme si on était dans un livre qui... T'attends pas grand-chose de nous, hein. On est là juste pour faire le fond. Voilà. Et petit à petit, il y a Rage Quit qui va dire... J'en ai marre de toujours être le méchant, de ne pas être le personnage principal. Tu sais quoi ? Je vais t'expulser de ta propre histoire. Oh. Et voilà, tu te fais expulser du livre. Et à titre de comparaison, ça fait un petit peu comme A Link Between Worlds. L'Opus 3DS ? Oui, parce que notamment, il y avait Link qui pouvait se coller sur les murs. Et bah là, c'est un peu l'inverse. T'étais un personnage en 2D et d'un coup, bah, t'es expulsé du livre et tu te retrouves dans une chambre d'enfant. Et tu vas notamment discuter avec différents personnages qui disent « Non mais attends, faut absolument que tu retournes dans ce livre pour enfants. » Et bah, du coup, tu te demandes bah, pourquoi. Mais parce que l'enfant qui est en train de lire cette histoire, eh ben, il pourra avoir de mauvaises influences par rapport à Rage Quit. Parce qu'en en fait, on apprend que dans ce futur, eh ben, ça va devenir un célèbre écrivain avec sa propre histoire, sa propre... qui va faire... fera ses propres mondes, ses propres mondes histoires. Grâce à toi. Mais par contre, il faut que tu redeviennes le personnage principal. Et du coup, tu vas notamment avoir ces phases assez super intéressantes où tu vas voyager entre les pages du livre pour aller par exemple chercher un objet qui était à la page par exemple 3, tu reviens à la page 60 et tu utilises cet objet pour pouvoir avancer dans le livre et combattre notamment Rage Quit. D'accord, tu explores pas mal. Voilà, et notamment il y a aussi ces personnages qui étaient toujours là pour déconstruire un petit peu, que enfin arrête d'être juste des personnages secondaires que tu peux enfin utiliser, quoi. Il va y avoir des mini-jeux qui sont des références à des vieux jeux. Bon, jusque-là j'ai dit, bah, pas très surprenant. Généralement, quand tu es un indépendant, tu dois faire des références à Mother 3 ou à des vieux jeux. Notamment, t'as un jeu super drôle où tu rejoues à Punch-Out. Mais je me suis dit, c'est là qu'il y a un truc super intéressant avec le jeu, c'est que au lieu de citer toujours des vieux jeux et tout, il va citer plein d'autres jeux en fait qui sont plutôt qui sont aussi assez qui évoquent les années 2000. Tu vas avoir du Risen Paradise, tu vas avoir aussi du Pokémon, du Magic the Gathering, tu vois, en gameplay. Tu vas avoir aussi un petit peu du Undertale. Ça va prendre plein de mini-jeux dans ce style-là. Et aussi des choses. C'est vraiment, ça vient prendre en fait un melting pot de tous les jeux un petit peu qui ont bien marché, mais ça reste principalement un jeu d'aventure avec ton petit Laïus qui est complètement en fait un Link. Un Link-like. Ouais, bah moi j'adore et je crois que c'est ce qu'on avait beaucoup remarqué aussi à la période où il y avait que des bandes annonces du jeu, c'est qu'il exploite énormément le concept du livre pour enfants. Ouais. Donc t'as les dessins qui font typical livre pour enfants, t'as le mélange de couleurs, donc beaucoup de couleurs fortes qui donnent du peps et qui t'invitent à imaginer un monde merveilleux, etc. Et même la texture du coup du dessin et de ce qui est affiché sur l'écran, ça te fait énormément penser à ces pages cartonnées des livres pour enfants et effectivement c'est très très beau. Et pour finir, il y a même notamment une... Voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, ensuite je vais arrêter, mais c'est non seulement c'est une aventure que vraiment je vous recommande, vraiment top jeu, et il y a notamment un boss qui m'a fait beaucoup penser à du, comment dire, à du tout ou, mais en 3D. Je saurais pas le définir autrement. Mais du quoi ? Vous voyez ce que c'est tout ? To, ouais. Mais en 3D. D'accord. Tout simplement, voilà. Tout simplement, notamment. Notamment, ouais. Notamment, tout simplement. Notamment, tout simplement. Ou qui pourrait faire penser à du Returnal, mais j'ai vu que... ça m'a fait aussi penser à du Returnal, mais j'ai vu que des images de gameplay. Il y a du bullet hell, quoi. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et voilà, donc ça a été mes petites expériences. Et toi, Elena ?
Alors, moi, je me suis fait une petite découverte dans un petit jeu qui m'intéressait depuis, peut-être depuis sa sortie. Et c'est un jeu qui s'appelle Fable d'Homme. Pom pom pom. Fable d'homme. Fable d'Homme. On dit pas Fabledom en anglais? Moi, je dis Fable. Fabledom, d'accord. Fable C'est d'Homme. Dominique le Fable. Oui, sinon... C'est Dom de Fast and Furious qui fait des fables. C'est ça. Donc, Fable d'Homme, qu'est-ce que c'est? C'est un city builder dans un univers de contes. Contes vite fait. Très mignon. Les graphismes sont vraiment très mignons. Donc, t'as les bonhommes petits mignons, t'as même tous les designs des maisons et des bâtiments. Ça reste assez mignon. Le jeu commence par un livre de contes qui te raconte qu'il était une fois les rois et les reines qui envoyaient leurs princes et les princesses explorer les mondes et fonder de nouveaux royaumes. Ouais. Et que par contre, pour devenir un bon roi ou une bonne reine, tu peux pas juste faire n'importe quoi. Hein, voyons, il faut faire de la guerre, ou peut-être qu'il faut faire du commerce, ou peut-être qu'il faut faire juste un roi bon et gentil. Et voilà. C'est ça l'idée, c'est ça, tu pars et tu dois faire de ton mieux pour construire un royaume et pour vivre heureux pour toujours. C'est très mignon, moi j'ai trouvé une intro comme ça, magnifique, très 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 sympathique, ça te met directement dans le mood du jeu et au moins ça te rajoute un petit peu du lore parce qu'en fait c'est comme si tu suivais et que tu expérimentais un livre qui t'était dédié. C'était ton histoire. Ton livre de contes. Et du coup, tu débarques sur la carte, que d'ailleurs, tu peux choisir un royaume, parce qu'on te montre une carte. T'as plusieurs royaumes qui sont générés sur la carte, donc tu peux choisir un pour commencer ton jeu. Et là, j'arrive et je fais « Bonjour Baniste, on se connaît, hein? Trop bien !» Vous ici? Vous ici, parce qu'effectivement, j'arrive, je débarque, et il y a quoi? Il y a un petit chariot avec des provisions, et il y a des petits bonhommes qui se baladent avec une petite icône de « J'ai besoin d'une maison » au-dessus de leur tête. Et je fais « Ah, ça, je sais le faire. Montrez-moi, je vais construire des maisons. » Trop bien. Et donc, la base du jeu, c'est comme ça. C'est tu construis ton village petit à petit. Le jeu, par contre, il t'accompagne beaucoup. Parce que comme c'est une histoire que tu dois suivre, tu as aussi des chapitres. Chaque chapitre a ses propres objectifs, même si il ne te dit pas que, par exemple, je sais pas moi, ces chapitres-là, vous avez 10 objectifs à accomplir. Non, on vous donne petit à petit des objectifs et petit à petit, vous allez développer votre village grâce à ces objectifs. Donc au début, il faut construire quelques maisons, ensuite on vous montre qu'il faut leur donner de l'eau, ensuite il faut construire des bâtiments de ressources, genre construire un forestier, construire une cabane à ouvriers, construire un moulin, préparer des fermes pour pouvoir survivre à l'hiver, le charbon, tout ça. Donc ça, en soi, c'est un classique constructeur de villages et de villes. Et il reste juste ce côté-là du monde des contes qui est assez sympathique parce que de temps en temps, tu as des cadeaux qui viennent des membres de ta famille, genre du roi ou de la reine ou de ta grande sœur la princesse qui a déjà fondé son propre royaume et qui te dit « Ah, je sais, c'est dur les débuts. Voici un petit cadeau, je te donne 100 pièces d'or. Profites-en bien, petite sœur ou petit frère. Voilà. Allez, je te laisse. Bisous. » Voilà. Ce genre de truc, c'est très mignon. Tu te dis, ça fait plaisir. Au moins, c'est tourné de façon assez intéressante que le jeu te donne des petits cadeaux qui essaient de t'aider au début de la partie sans rendre ça très procéduriel en mode vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif. Vous êtes dans la merde. Ciao. Non, mais ça a le mérite d'être direct. Voilà, au moins on t'aide au début, donc ça fait plaisir. Et ensuite, tu as quand même ces petits moments qui font vraiment compte aussi. Par exemple, il y a un marchand qui est passé par mon village et il m'a dit « Salut, moi je suis marchand. Regarde, j'ai de la bouffe ou sinon j'ai cet haricot magique. Est-ce que tu veux acheter quelque chose ?» Je dis « Bah ouais, je prends l'haricot. Trop bien. Je plante le haricot. » Le jeu me dit « D'accord, donc je vois entre nourrir votre royaume et planter des graines de n'importe quoi, vous avez fait votre choix. Ça se comprend. » Donc il y a quand même des petits commentaires qui font un petit peu rigoler. C'est là que je me suis dit « Mais effectivement, j'aurais peut-être dû acheter de la bouffe, c'est l'hiver dans un mois là, on aura peut-être du mal. » Non, j'ai quand même acheté ça. Et le pire, c'est qu'il faut maintenant que j'attende 250 tours avant qu'il y ait quelque chose qui se passe, genre 250 jours.
avant de pouvoir interagir avec cette graine, parce qu'elle est en train de pousser. Donc c'est comme dans les contes là du haricot magique, il faut que ça pousse et que ça monte jusqu'au ciel. Voilà. Donc pour le moment, j'ai un truc qui planté au milieu de mon village là, qui essaie de monter dans les nuages, n'importe quoi. Et tu as aussi des héros que tu peux envoyer faire l'aventure, qu'ils peuvent aller explorer par exemple des anciennes ruines, ou j'imagine qu'ils vont te servir dans le cas d'une attaque, parce que tu peux te faire attaquer dans ce jeu. Il peut y avoir une guerre, on peut t'attaquer, donc il faut que tu te protèges. J'ai pas encore débloqué tout parce que tu débloques des éléments en fonction de ton avancée dans le récit. Et en fait, chaque chapitre du jeu, comme je vous ai dit, il est séparé en chapitres. Il te rajoute quelque chose de nouveau. Par exemple, le chapitre 1, c'est vraiment poser les bases de ton village pour qu'il puisse répondre à ses besoins. Donc nourriture et tout le reste. Deuxième chapitre, on te dit, mais en fait, t'es pas tout seul ici. Il y a tout un monde autour de toi et il y a d'autres princes et princesses qui sont en train de monter leur royaume à côté. Ce serait peut-être bien de les contacter et voir si tu peux pas établir des liens avec. Donc, ne serait-ce que le commerce, ou par exemple en échange de produits ou quelque chose. Et le plus drôle, c'est que ces rois ou ces reines, tu peux les draguer. Ah, ça me plaît ça. Ah, ça on aime. Donc ton objectif, à terme, c'est de te marier et de fonder, j'imagine, un nouveau royaume vraiment puissant. Au début du jeu, d'ailleurs, tu peux définir si t'es un prince, une princesse ou une altesse. Et pareil, tu peux préciser qui tu cherches pour ta vie. Donc ça aussi, c'est un petit détail, mais ça fait plaisir. Donc au moins, tu n'es pas obligé d'être un roi tout le temps. Donc moi, je suis une princesse. Voilà. Et dans la vie de tous les jours aussi, d'ailleurs. Donc, et vraiment, le jeu est très sympa. Il est mignon. Cependant, tu as plusieurs niveaux de difficulté. Tu peux choisir un niveau de difficulté le plus simple possible. Je crois que c'est pas niveau observation, mais ils ont donné un nom où tu es là vraiment comme spectateur de ce qui se passe un petit peu, donc t'as pas beaucoup de challenge, mais je trouve que même le niveau de difficulté classique, il te laisse pas trop de répit, c'est-à-dire qu'il te laisse d'être dans les difficultés, il te laisse faire des erreurs. Si tu ne fais pas attention à la gestion de tes ressources, bah tu te retrouves avec 0 bois en hiver, et tu es là, mais pourquoi ça ne marche pas? Et des fois, c'est pas évident. Ou par exemple, moi, ça fait 6 mois, ça fait un certain temps, mes producteurs de pierre, ils n'arrivent pas à produire assez de pierre. Et pourtant, ça devrait être suffisant. Mais donc, ou je fais quelque chose de mal, ou c'est vraiment le jeu qui me met au défi. Je pense que je fais des erreurs, clairement, quelque part. Mais donc, c'est un jeu qui te demande quand même d'être attentif à la gestion de tes ressources et de ne pas surcharger ton village, surtout que tu es tout le temps limité aussi, surtout en termes de quantité de personnages que tu peux avoir, parce que ton village, il grandit grâce aux gens qui viennent dans ton village. Et si tu n'as pas assez de maisons, et t'as pas assez de place dans les maisons, personne ne viendra chez toi. Tu pourras pas les accueillir, en fait. Et si tu peux pas les accueillir, ça veut dire que si tu as par exemple, des constructions de production de nourriture ou de production de ressources qui nécessitent d'avoir des employés, si t'as personne de disponible, tu peux pas les faire fonctionner convenablement parce que t'as personne à embaucher. Et donc, en fait, évidemment, tu restes dans ce cercle vicieux-là. Si tu veux produire plus, il te faut plus de gens. Si tu veux avoir plus de gens, il te faut plus de maisons. Si tu veux plus de maisons, il te faut plus de ressources. Sauf que si tu peux pas avoir plus de ressources parce que t'as personne pour travailler, t'es dans la merde. Voilà. De princesse. Et évidemment, l'hiver, ça n'aide pas. Ça m'a l'air d'être quand même nettement moins bucolique et chill que annoncé. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que t'annonces vraiment une DA toute pipou. Et en plus, je confirme, c'est pipou, oui. c'est tranquille ensuite. Mais vraiment, le jeu, il arrive, il te prend par la gorge. Un petit peu. Maintenant, souffre. Et dis-toi que ça, c'est le niveau classique, parce qu'après, t'as le niveau difficile et un aussi niveau hyper difficile. Ce jeu était fait pour toi. Ce jeu, il peut te mettre à défi, mais de fou.
Et donc du coup ça promet. En vrai ça promet. Et je me demande qu'est-ce qu'ils vont raconter ensuite dans les chapitres suivants, parce qu'il y aura forcément des chapitres où il va falloir partir à la guerre. Il va falloir construire ton château. Il va falloir développer des relations avec des voisins. Et alors là ça m'a fait penser, ça rappelle un petit peu Zeus, le maître de l'Olympe. Tu construis ton village, ta ville, sauf que tu as aussi la carte avec des villes voisines et tu peux faire des petites relations, mais c'est très limité. Par contre, du coup, si tu veux draguer un des rois ou reines qu'il y a, par exemple, sur ta carte d'un Faibledom, ça va pas se faire juste comme ça. Il faut leur donner un cadeau, il faut leur envoyer de l'argent, ou par exemple des ressources, et là, ils sont open pour se faire draguer. Mais sinon, non. Oh, quand même. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi, quelque part. Genre, tu veux draguer, d'accord, mais tu payes. Ah ouais, comme sur... Comme Tinder, en fait. Ouais, voilà. C'est un Tinder pour les princes, quoi. Pour la royauté. Voilà, mais j'ai trouvé le jeu assez intéressant jusqu'à là. Donc, les quelques heures que j'ai pu faire... hâte de voir ce que les prochains chapitres vont débloquer, parce que ça a l'air assez amusant. C'est goldé. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et toi alors, Florian, moi je vois énormément de jeux dans ta liste. Alors rassurez-vous, je vais pas parler de tout, hein, de ce que j'ai fait. C'est un peu l'essentiel de mon mois de février. Et puis comme mine de rien, j'ai une semaine pour potasser tout ça. Non, attends, ça fait une semaine que t'as pas participé au podcast. Moi je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. Tu fais quoi de tes journées? Je joue. Il y a notamment un jeu qui m'interpelle, moi. Alors, on pourra peut-être en parler. Déjà, il y a beaucoup de jeux, mais c'est beaucoup d'expériences qu'on va dire relativement courtes. Oui. Dans la moyenne, je dirais qu'on est autour de 3-4 heures. Oui, c'est bon alors. Voilà. D'expérience, bon, il y a un petit peu plus, mais il y a eu une période de ciblage, surtout des jeux que je veux faire pour en faire des vidéos. Donc, les vidéos ne sont pas prêtes, mais je vais vous en parler quand même. Bon, déjà, la semaine dernière, je vous avais parlé de Dragon Quest et de Metroid Prime 2 Echoes. J'ai terminé Dragon Quest sur NES et Metroid Prime 2 Echoes. Dragon Quest, dans les grandes lignes, je suis content de l'avoir fait, mais je ne le conseille pas. Faites-le vraiment juste si vous voulez découvrir les origines, parce que ça a quand même sacrément mal vieilli. J'aimerais faire des vidéos dessus, donc je vais continuer. Dragon Quest 2, tout ça, on me déconseille de faire Dragon Quest 2, enfin Étagère me déconseille de le faire parce que c'est une horreur infâme. Le jeu est pas fini et il n'a pas été playtesté dans les temps. Cela dit, de ce que j'ai vu de mes premiers travaux dessus, je vous conseille plutôt de faire Dragon Quest 1 si vraiment vous voulez le faire maintenant sur Super Nintendo, ou attendez, cette année il va y avoir un remake du 1 et du 2 qui arriveront à la suite du coup de Dragon Quest 3 qui est chronologiquement le premier à arriver. Voilà. Attendez plutôt, ne faites pas ça, ne jouez pas parce que c'est un jeu Famicom, c'est vide. Hein. Oui. Si tu le remets, c'est le jeu, faut vraiment faire un effort de le remettre en contexte systématiquement. C'était banger à la sortie, mais déjà 2 ans après, pour sa sortie US, il était déjà critiqué. Il était pas très beau et les mécaniques étaient un peu particulières. Mais bon, pour la culture, c'est bien. Metroid Prime 2 Echoes, j'ai pas aimé. Je reconnais toutes les qualités qu'il a, j'en parlerai dans ma chronologie, pas de problème, tout ça. Mais j'aime pas. Je le trouve trop linéaire, trop difficile, illisible. Et en vrai, ça me casse les pieds, ce système de gâchette pour verrouiller les trucs. La version Wii, je la trouve supérieure du coup parce que tu as la caméra qui est libre. Devoir appuyer sur gâchette droite pour empêcher l'avancée de Samus, mais du coup utiliser le seul stick qui gère la caméra pour avoir la caméra libre au lieu de bouger. Donc si tu veux avoir caméra libre, tu ne peux plus bouger. Ouais. C'est pénible. Le changement entre monde des ténèbres et monde des lumières, c'est pénible. Le fait que du coup, comme tu as ce système-là, tu avais peut-être une peur que ce soit trop compliqué pour le joueur de se retrouver dans les univers, dans le monde. Du coup, finalement, Metroid Prime 2 fait partie de ces Metroid qui sont beaucoup trop linéaires, dans le sens où tu as 3 mondes, tu les explores, tu vas jamais y retourner après. Et encore, je te trouve gentil parce que pour du linéaire, même dans sa linéarité, tu arrives à te perdre. Oui, c'est ça qui est terrible, parce que du coup, le ténèbre-lumière. Non, parce que... moi j'ai envie de te dire, on est dans un espace safe. Ouais. Dis-moi où est-ce que
Est-ce que le jeu t'a violenté? Le jeu m'a violenté et moi je trouve que c'est pas agréable parce que pour moi Metroid Prime ce qu'il a réussi à faire c'est être un jeu calme dans lequel tu te poses et tu réfléchis. Tu dois observer, utiliser ton scanner, regarder à droite à gauche pour voir ce que tu peux faire dans chacune des pièces. C'est un jeu dans lequel on t'oblige à prendre ton temps parce que si tu ne prends pas le temps, tu ne vas pas comprendre. Metroid Prime 2 reprend cette idée-là, mais comme le jeu est plutôt linéaire, de toute manière, les choses que tu auras à faire seront limitées zone par zone. Mais prendre le temps dans le monde des ténèbres, ce n'est pas possible. En tout cas, pour les 3/4 du jeu, dans la mesure où tu prends des dégâts dans le monde des ténèbres tout le temps. Donc tu peux pas te poser pour savoir ce que tu vas faire. Tu as bien les zones de lumière au début qui sont présentes, mais elles sont de moins en moins présentes au fur et à mesure que tu avances. Et surtout, tu as des lumières temporaires qui vont de toute manière disparaître au moment et que tu es obligé de lâcher ce que tu es en train de faire pour rallumer la lumière et te protéger. C'est pas une expérience qui, pour moi, a été très agréable. Tu rajoutes à ça que moi j'ai fait la version GameCube. Évidemment, j'aurais dû faire la version Wii parce qu'il y a eu des correctifs qui ont été apportés sur la version Wii, notamment sur des boss. Mais le le gardien araignée, mais quelle horreur! Ah, toi aussi? Ah, mais quelle horreur! Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est nul! Et là je parle... Je mets pas de gants pour dire ça. Je ne prends pas de pincettes, quoi que ce soit. Autant sur l'entièreté du jeu, je peux comprendre que des gens aient pu apprécier. Il n'y a pas de souci. C'est une expérience globalement plus hardcore et je comprends que ça puisse se matcher avec vous. Mais soyons honnêtes 5 minutes, il y a des erreurs de parcours assez obvious comme ce gardien araignée. Non mais moi je m'en souviens très bien de ce Spider araignée parce que, est-ce que tu veux, anecdote? Bon bah, moi pour le contexte, moi j'ai joué à ce jeu quand j'avais 8-10 ans. Déjà, parce que c'est un jeu très compliqué. C'était non seulement plus ou moins, entre guillemets, mon premier Metroid, parce que j'avais que très peu joué à Prime, mais je disais que j'avais tellement hâte, parce que le 2 allait sortir, je me disais mais ça va être incroyable. Bon bah déjà ce jeu, je crois que je n'ai jamais vraiment fini. C'est parce que, non, soyons honnêtes, c'est un jeu très difficile, et pour mon âge, réussir à terminer ce jeu, c'est un calvaire. Mais alors le Spider-Man, je me souviens, ça m'a mis une semaine pour affronter ce boss. Je comprends, c'est un calvaire. Mais c'est surtout que si tu meurs, bah, la précédente sauvegarde elle est loin. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver au Spider Gardien. T'es là, tu fais bon, bande de bâtards. Là, toi t'es là et tu te dis d'accord, mais va crever. Mais alors du coup, la version Wii, ils ont revu ce boss qui est plus simple. Ah, ben voilà. Ben, je suis en colère quand même. Mais c'est dommage parce que tu vois, la version Wii, elle a ses problèmes aussi. Notamment, il y a pas mal de trucs qui sont pensés pour les contrôles à la manette et qui fonctionnent moins bien du coup avec. Donc bon, c'est pas. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le choix entre la peste et le choléra. Mais disons que tu y perds quand même un petit peu à la fin, tu vois. Bon, tu gagnes quand même des simplifications. Mais je trouve que c'est dommage. Et je suis un peu frustré par cette expérience. Ça m'a un peu ralenti. Mais bon, il va falloir que je continue. Il me reste encore Metroid Prime Hunters et Metroid Prime 3 Corruption et Federation Force à faire. Donc il faut que je maintienne le cap. Mais du coup, de colère, j'ai ressorti la NES et j'ai fait Megaman 3. Enfin. Je m'attendais pas à ce que finalement je préfère Megaman 3, Megaman 2. Là où Megaman 2 je l'encensais parce que je le trouve incroyable, mais Megaman 3 il est un cran au-dessus de Megaman 2. Il est plus beau, les musiques sont peut-être moins impactantes. Je crois que j'ai préféré les musiques, même si la musique d'intro de Megaman 3 est super, mais j'ai préféré globalement les musiques de Megaman 2. Mais en termes de rythme, en termes de contenu, il est beaucoup plus généreux que le Megaman 2. Il y a une nouvelle mécanique de gameplay qui est apparue qui te rend encore plus foufou en jeu. C'est la glissade qui est apparue. On revoit les power-ups notamment, hein, avec la possibilité de sauter un petit peu plus haut dès le début du jeu sans avoir à le trouver de manière un petit peu optionnelle dans Megaman 2 qui est le chien, parce qu'il y a l'apparition du chien, le chien robot, Jet, qui est là. C'est à partir de Megaman 3. D'accord. Et qui te sert à rebondir dessus pour sauter plus haut. Ça, je savais pas, tu vois. Je pensais que la glissade, ça arrivait dans des épisodes beaucoup plus lointains. Mais... C'est dès Megaman 3. Et du coup, j'ai très hâte de Megaman 4 maintenant, parce que je suis parti un peu me renseigner un petit peu. Et la mécanique qui a rajouté, je suppose que c'est après le succès de Metroid qu'ils ont rajouté ça, parce que tu peux charger ton rayon dans Megaman 4. Incroyable. Que tu ne peux pas faire dans Megaman 1, 2, 3. Bref.
très bon moment, j'étais heureux, et du coup je me suis dit bon, j'ai quand même eu des difficultés avec Metroid Prime Echoes. Je vais lancer un projet parallèle, un side project. Et si je refaisais pas une bonne chronologie rétrospective comme je l'ai fait maintenant, mais sur la série Mario Kart pour surfer sur la Switch 2. Tu vois, objectif, sortie de Switch 2, paf, vous avez une chronologie Metroid, ou un petit peu avant, parce que je pense que j'aurais fini avant. Et bah j'ai joué à Super Mario Kart sur SNES, à Mario Kart 64 et à Mario Kart Super Circuit. Donc j'ai fait les trois, j'ai fait les courses en 150cc, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors pour le moment, je vais pas vous rentrer dans les détails de ce que j'ai pensé de ce jeu parce que sinon ça va être affreusement long. Mais mon ranking c'est Mario Kart 64, je l'aime pas, c'est dernier. Ensuite il y a Super Mario Kart sur SNES et ensuite il y a Mario Kart Super Circuit. Alors, c'est pas Super Mario Kart est plus nul. Ouais. C'est un peu moins bon que Mario Kart 64. Pour le moment, Mario Kart 64 est dernier et des souvenirs que j'ai des Mario Kart pour le moment jusque-là, il restera bien bon dernier jusque-là. Je ne l'aime pas du tout. Mario Kart 64, c'est une horreur. Ça triche à tous les niveaux. J'ai pu vraiment expérimenter ce que j'avais fait dans ma vidéo sur la triche. C'est le rubber banding de l'IA, le fait qu'ils ont des abus, qu'il y a des raccourcis sur les animations de relevé, etc. C'est une horreur. C'est une horreur. Puis le jeu, il est pas très beau, les terrains sont encore très plats alors qu'on est sur les débuts de la 3D, c'est très peu inspiré, des fois t'as des maps, la plupart des maps il faut 2 minutes pour faire un tour, mais alors t'as bien un quart, voire allez, un tiers des circuits qui prennent 4 minutes le tour, et il y a 3 tours à faire, donc ça fait des courses d'1 quart d'heure. Oh, c'est long. Mais c'est si long, c'est la route... la Rainbow Road, la route arc-en-ciel, c'est 4 minutes le tour. Tu fais putain, mais les gars, fallait pas faire ça. C'est trop, mais c'est trop. Puis c'est pas du tout bien. T'as des chompes qui t'attaquent, mais ils te voient, c'est mort. J'ai pas aimé. Alors c'est un jeu, je pense que c'est pareil. Il faut mettre un petit astérisque. C'est des jeux qui profitent du fait de jouer à 4. Il faut y jouer à 4 pour s'amuser. Je pense que c'est le plus important. Super Mario Kart, c'est les origines. Je vois l'intérêt compétitif, je vois les mécaniques avancées. C'est peut-être le Mario Kart le plus technique. Oui. Le Super Mario Kart. C'est le plus technique. J'ai pas forcément envie de me plonger dans les mécaniques avancées. Je trouvais ça hyper intéressant. J'ai un peu de mal à gérer les drifts. De toute manière, le manuel te l'explique. Il va falloir apprendre à les maîtriser parce que c'est une mécanique fondamentale de Super Mario Kart, même si le manuel te l'explique. D'ailleurs, petite anecdote, mais ça fait vraiment partie de ces jeux, si t'as pas le manuel, tu manques un petit peu de certaines clés de lecture du jeu, même juste sur un Super Mario Kart, parce que c'est là-dedans qu'il t'explique tout, hein, sur les objets, comment est-ce qu'ils s'utilisent, les techniques de drift, etc. Il y a tout qui est expliqué. Et enfin, Super Circuit, je l'ai quand même préféré, parce que c'est Super Mario Kart en plus accessible. Voilà. Moi, je suis pas un expert de Mario Kart. Enfin, j'ai un très gros passif avec Mario Kart. J'adore Mario Kart. Mais disons que c'est pas des jeux sur lesquels j'ai envie d'apprendre à me dépasser. De manière, je suis pas dans ce mood-là. Je suis pas dans le mood de performance. Je suis pas dans un mood performatif dans les jeux. Je suis un mood de découverte, d'apprentissage, de compréhension des mécaniques. Et je trouve que Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance, c'est à la fois son problème et sa force. C'est que c'est Super Mario Kart en plus accessible. Les drifts sont plus simples. Les terrains sont un peu plus jolis. C'est une sacrée performance visuelle, Mario Kart Super Circuit pour de la Game Boy Advance. Le mode 7 est encore mieux géré que sur Super Mario Kart. Par contre, voilà, ça reste encore très plat. Après, c'était compliqué de faire autre chose que du très plat. C'est un peu différent parce que, comme j'ai dit, ils ont fait un petit effort pour ajouter quelques sprites pour essayer d'apporter un peu vaguement du relief, mais c'est voilà. Ce qui est dommage, c'est que c'est peut-être aussi le Mario Kart rétrospectivement le plus fainéant du lot parce qu'il apporte très peu de choses. Il y a un coureur en moins, un pilote en moins, donc il n'y a plus Koopa. Il y a peu d'inspiration sur les terrains, même s'il y en a des qui sont intéressants, qui seront repris plus tard.
Après, ils reprennent tous les circuits de Super Mario Kart. Après, pour le nombre de circuits qu'il y a dans Super Mario Kart, c'est pas non plus la joie. Mais pour le moment, c'est celui que j'aime le mieux. Le problème dont il souffre principalement pour moi, c'est que les Mario Kart, c'est des expériences multijoueurs. Et je crois que l'expérience multijoueur sur Game Boy Advance, c'est la plus grosse douille de l'histoire du jeu vidéo. tu veux jouer à 4 ? Il n'y a pas de problème, tu peux jouer à 4 à Mario Kart. Par contre, il te faut le câble Link et 4 Game Boy Advance. Oui. Oui, bon, ça c'est normal. Mais du coup, pour la cartouche, tu peux jouer qu'avec une seule cartouche. Par contre, il n'y a qu'un circuit et tout le monde joue Yoshi. Non. Mais putain, mais les gars. Bref. Ça me surprend un petit peu, par contre, juste pour rebondir là-dessus, ça me surprend un petit peu pour Super Circuit, mais je suis en train de me dire, si j'ai une aussi mauvaise estime du jeu, c'est peut-être parce que je l'ai fait sur émulateur. Oui, c'est possible. Oui, parce que j'ai souvenir de me dire, bon super, Mario Kart Super Circuit, c'est littéralement Super Mario Kart, mais aux fraises, impossible à contrôler, terrible. Alors attention, le jeu est beau, hein, je suis d'accord avec toi sur ce point de vue, mais j'ai souvenir d'un jeu affreux à contrôler, mais c'est peut-être parce que je l'ai fait sur émulateur. Il se contrôle pourtant mieux, je trouve. Il est plus accessible que Super Mario Kart. Tandis que Super Mario Kart, bon bah j'avais directement la SNES de ma grand-mère, je jouais. C'était plus facile, j'ai envie de te dire. Toujours dans les expériences courtes, j'ai enchaîné sur Metroid Prime Pinball. Donc le flipper de Metroid Prime qui ça fait rigoler les gens, hein. Mais c'est un très bon jeu. Ah non, mais moi ça me fait rire, mais pour moi comment dire, c'est que tu mets Metroid avec du pinball, t'es pas choqué en fait. Bah non, parce que c'est une boule. Bah oui, la boule morphing de Samus, bah t'es juste pas choqué, tu te dis ah d'accord. Bah, et là, puis c'est ça logique. marche bien parce qu'ils ont vraiment réussi à capter l'essence des Metroid Prime, genre l'univers sonore, l'univers graphique. Il y a toute la planète de Metroid Prime original qui est là, donc de Talon 4. Ouais. Franchement, ça marche bien. Alors je pourrais pas rentrer dans les détails d'un pinball parce que les flippers, c'est un autre univers que je ne maîtrise pas du tout, le monde des flippers. Mais non, c'est très rigolo. Il y a des quêtes. Il y a des missions qui arrivent, il y a des références à droite et à gauche. Des fois, il y a Samus, elle peut se relever et tirer avec son canon pour des vagues d'ennemis et les abattre. Ah ça c'est cool ça. Voilà, non, franchement, j'aime bien. Il y a eu, alors, c'est vague, hein, il y a une utilisation comment ça s'appelle, de l'écran tactile pour pouvoir tilt la machine, tu sais, pour au dernier moment, si tu vois que ta boule elle va directement au fond et que tu n'as aucun moyen de pouvoir la récupérer, tu donnes un coup d'écran tactile et ça la fait secouer et la bip au dernier moment faire une autre trajectoire, comme si tu secouais le flipper en fait. C'est une vraie mécanique de gameplay, secouer le flipper. Oui. Ouais, tu te laisses ça te permet de te laisser une chance, oui. Faut apprendre à maîtriser ça. Ça marche plutôt bien. C'est Malheureusement, marrant ce jeu. je n'ai pas le Rumble de Le Rumble Dorsky. Pack. Voilà. Donc je ne peux pas profiter des vibrations de la console qui n'en possède pas à la base. Et Triste. pour terminer, toujours pour vous surprendre, Toujours. j'ai passé beaucoup de temps sur un jeu mobile. Ce n'est pas sponsorisé. Ah. Mais j'ai joué à Raid Shadow Legends. Non. Arrête. J'ai beaucoup joué, j'ai essayé de comprendre les mécaniques avancées de Raid Shadow Legends pour un projet dont je vais pas parler maintenant, ça vous regarde pas, non mais oh. J'ai beaucoup joué et j'ai été très surpris parce que j'ai découvert un jeu qui fonctionne bien, qui est un petit peu quand même pas prédateur, mais il te pousse, il te vend, il te fait beaucoup de pop-up, comme beaucoup de jeux gratuits, j'ai envie de croire, Oui. mais qui est très free-to-play. Pour le coup, vraiment, tu peux beaucoup jouer et beaucoup t'amuser en gratuit sur Raid Shadow Legends, avec les codes promo qui est à droite à gauche pour booster ton compte de temps en temps, avec des héros qui peuvent être drop sur les saisons, l'énergie qui se recharge. Bon, le concept de stock d'énergie de base, c'est un truc, on va dire, c'est un concept, hein. Si tu te débrouilles bien, t'as toujours beaucoup plus d'énergie que nécessaire. C'est un jeu qui en réalité est basé sur de l'optimisation, dans lequel tu as la carotte du gacha, donc Oui. d'ouvrir des coffres, enfin des cristaux pour pouvoir avoir des nouveaux héros, en te disant, si j'ai des héros légendaires, Ils sont beaux. ils sont beaux, l'histoire va être beaucoup plus facile à terminer, je vais pouvoir finir mon jeu, Ils sont légendaires. je pourrai taper plus fort. Oui. Et en fait, c'est qu'une carotte. C'est une carotte pour attirer des gens qui vont vouloir payer pour avoir des... Alors que pas du tout. Si tu veux faire Raid Shadow Legends, il faut surtout, bien optimiser tes trucs, savoir qui prendre, quand les prendre et à quel moment.
Et 2, beaucoup farmer. Donc c'est un jeu dans lequel tu vas beaucoup devoir utiliser des foot, donc des personnages niveau 1 que tu vas devoir entraîner pour les passer niveau 2, qui vont servir à nourrir des personnages pour les faire monter niveau 3, qui eux-mêmes vont servir... Voilà, c'est ça la mécanique. Et surtout, envisager le jeu pas sur du long terme, pas sur du moyen terme, mais sur du très long terme. D'accord. C'est un jeu dans lequel, si t'as fait des erreurs en début de partie, et c'est là que c'est un peu stimulant, change de compte. Fais un nouveau compte. Parce que tu vas perdre des semaines de jeu. 6 à 7 semaines de jeu si t'as pris un mauvais starter. 5 ou 6 semaines de jeu si t'as pas assez mis de ressources sur lui. Tu vois, ce genre de choses. Et c'est un jeu qui se base sur de l'optimisation, sur lequel t'as pas besoin de payer pour avancer et quand même t'amuser, et où finalement la mécanique de gacha est dispensable, et va te servir surtout à sacrifier des merdes pour te faire un personnage qui, dans la tier list, est considéré comme bon et est facile d'accès, puisque Red Shadow Legends te distribue régulièrement des héros épiques ou légendaires qui sont quand même plutôt forts. Donc, belle surprise, je suis toujours en train de jouer dessus, je fais attention à ce que je fais, et écoutez, pour le moment, je suis content, ça marche bien, je suis content parce qu'on en a fait souvent la promotion, tu vois, mais sans vraiment s'intéresser aux mécaniques de jeu. Et non, ça marche bien. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je crois que, étonnamment, tu me l'as bien vendu. Écoute, si t'es intéressé, je te filerai mon lien de parrainage pour pouvoir... Si vous êtes intéressé aussi d'essayer, j'ai des liens de parrainage à vous distribuer qui permettront d'avoir des récompenses de confort, notamment des livres et des champions. Voilà, non mais c'est important pour moi, vous savez... L'optimisation, tout ça, vous savez. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Vous avez des choses à rajouter ? Non, pas nécessairement. Ok. Écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. C'est qui la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on aura Quentin, Victor et Léandre. Encore ? Oh là là, le bazar. Oui. Allez, on vous dit à très très vite. Passez une bonne journée. Ciao. Bisous.